monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. L'Afterlab, vous le savez, c'est le podcast du sport auto que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer toutes les semaines. Et parfois, eh bien, nous avons des grands entretiens et nous donnons la parole à des grands pilotes. Et en plus, parfois, ce sont même des amis. Regardez, aujourd'hui, il est avec nous, c'est Eric et Larry. Et je te range dans cette catégorie, mon cher Eric, les grands pilotes et les amis. Ça va ? Comme ami, je suis très heureux. En tant que grand pilote avec 1m62, c'est pas sûr, mais bon, en tout cas, très content de faire partie de tes copains. Eh ben, écoute, c'est un honneur et merci de ta disponibilité. Tu connais le principe de ces entretiens en mode podcast. C'est convivial, c'est sympa. On repasse en revue quelques souvenirs et le ton est spontané. Tu n'as pas de langue de bois, bien évidemment. Non, de toute façon, je peux pas te sentir, donc je vais pas dire des choses que toi. Donc allons-y, je t'écoute. Bon, très bien, je vois qu'on est bien parti. Alors, Eric, la première question, elle est rituelle depuis une année maintenant à tous nos invités. C'est comment tu vas ? La santé, tu vois ce que je veux dire ? Très bien, j'ai pas croisé le coronavirus, tout va bien. Et puis je connais très peu de monde qui l'ont eu finalement, donc écoute, on fait ce qu'on nous dit de faire à peu près, mais j'ai du mal à comprendre. Mais bon, ça va. Ça va, tant mieux. Et au niveau business, un petit peu ta structure de course et de véhicules historiques, tout ça, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, écoute, par les temps qui courent, c'est pas génial évidemment, mais bon, je vais pas me plaindre parce que je suis un peu comme tout le monde. Et évidemment, on est touché parce qu'en étant dans l'événementiel et puis dans la course automobile, on fait qu'avoir des événements qui sont annulés ou reportés. On a eu le Tour Auto évidemment reporté, mais c'est une chance fin août. Et puis là, par contre, tout est purement et simplement annulé. Et puis, tu as dû suivre aussi que le même week-end, tu as un événement en région parisienne qui a lieu, et puis tu en as un autre dans le sud-ouest qui est annulé. Pourquoi ? On ne sait pas. Ils ont annulé Albi avant-hier, alors que la semaine d'avant, il y avait une Nogaro. Explique-moi, je ne comprends pas. Et puis on nous annule les 10 000 tours. Pourquoi ? Je ne comprends pas non plus. Donc voilà, je suis comme tout le monde. Mon business est touché, très touché. Ça fait 1 an que ça dure. Donc il faut quand même avoir les reins solides, parce que si tu attends désespérément que ça reparte pas, malheureusement. Je veux dire, la première course, visiblement, et encore, à moins qu'elle soit à nouveau retardée, ça serait Dijon, au mois de juin. Ça fait long. Ouais, effectivement. Ah non, mais c'est sûr qu'on est ballotté entre des décisions et des annulations. Moi, même à la rigueur, Le Mans classique, moi j'apprends qu'on l'annule déjà, c'est en juillet. Je pensais que ça pouvait. Ça aurait pu avoir lieu. Le souci du Mans classique, c'est que c'est un événement qui a besoin, pour être rentable et donc pour exister, de beaucoup d'entrées payantes. Ouais. Et si tu veux, Patrick Péter, prendre la décision aujourd'hui, parce qu'il faut quand même que ça se prépare, les pilotes, les voitures, tout ça, c'est un événement mondial, international, et qui nécessite beaucoup de préparation, et il a dû finalement prévenir tout le monde que ça n'aurait pas lieu. Et c'est vrai que c'est dommage, mais enfin, je ne vois pas comment d'ici le mois de juillet, on pourrait réunir, 70 000 personnes au même endroit, le même jour. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Donc on va dire que notre prochain rendez-vous, et en plus nous étions ensemble l'an dernier pour Eurosport à commenter, c'est Le Mans au mois d'août. Ça devrait le faire. Mais bon, quand même, s'il n'y a pas Le Mans et si au mois d'août on n'est pas sorti d'affaires, normalement on devrait avoir les vaccins qui arrivent là, ils nous les ont promis. Et puis au mois d'août, il fera chaud, donc le virus sera un peu moins virulent. Donc non, quand même, on aura peut-être le droit de vivre au mois d'août, en tout cas on veut l'espérer. On est d'accord. Bon, écoute, on va attendre et voir, on va dire ça comme ça, mais on espère tous la même chose. Et je te propose aujourd'hui de te donner la parole avec évidemment un côté, on feuillette les grands souvenirs, parce qu'Eric, évidemment, on connaît, on sait déjà que tu es un vainqueur du Mans, ça, évidemment, on va en reparler. Mais ma première question, si tu veux bien te repencher sur ta jeunesse, quand tu es champion de Formule Ford, car je rappelle, tu es un champion de France de Formule Ford, que tu enchaînes par un titre en Formule 3, et que tu es effectivement un espoir, on peut pas dire autrement, du sport automobile français. Tu me confirmes que en 1990, tout ça, 91 pour toi, c'est la Formule 1 l'objectif absolu ? Ah oui, puis je pense que c'était légitime, parce que si tu veux, j'ai gagné tout ce qu'on devait gagner. J'ai commencé par une école de pilotage, l'école de pilotage à Elcron-Montlhéry. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était quand même incroyable. Ensuite, Formule Ford avec la même écurie. Formule 3 avec Formula Project. Je veux dire, avec Kamel, enfin, on n'a pas le droit de dire ces mots-là, pardon. Tu vois, BP, j'avais des super sponsors, il y avait tout.
Et puis l'OE20, terminé, c'est fini. Donc bon, après, peut-être que si j'avais été en F1, ma carrière se serait arrêtée super tôt, parce qu'il y en a qui ont fait, j'ai lu Marco Apicella, il a fait 800 mètres en F1. J'ai vu le même article que toi, oui. Tu vois, donc à échanger finalement tout ce que j'ai gagné en proto, en super tourisme, en DTM, au Mans, le Dakar, tout ça, je me dis que finalement j'ai peut-être eu de la chance de ne pas faire de Formule 1. On va savoir. Ouais. Mais cela étant, Quentin, en F3000, en 91, et peut-être même jusqu'en début d'année 92, tu t'interroges à ce moment-là sur ton avenir? Tu as un peu peur même éventuellement de ton avenir? Mon avenir, je dirais qu'il a tourné à Enna Pergusa quand j'étais chez First Racing en Formule 3000. J'avais signé un contrat avec eux, c'était Jean-Denis Delettra, pour la saison complète chez First. C'était une superbe écurie, on avait 3 voitures avec Bonanno, Deletraz et moi. Et puis ça a tourné au vinaigre parce qu'ils ont embauché Bonanno, qui était quand même un sacré loustic italien. Et donc, je crois qu'il a fait saisir tout quand on est arrivé en Sicile. Et donc, je suis arrivé à Enna et j'avais plus de camion, plus de voiture, plus de casque, plus de combinaison. Et je crois que là, ma carrière pour la Formule 1, elle s'est arrêtée net. Bon, d'accord. Donc, Voilà. Donc, je me suis retrouvé quand même, il faut quand même le dire aujourd'hui, j'en rigole, sans volant, la carrière terminée et avec une garantie bancaire à la première demande de 1 million de francs. Ça veut dire que tu n'as rien fait, mais tu dois 1 million de francs. Donc, à cette époque-là, c'était pas terrible quand même. Oui, et t'avais quoi? T'avais 25 ans, 26 ans, quoi. Ouais. D'accord. Bienvenue dans le monde du sport automobile quand t'as pas d'argent. C'est Oui. pas génial. Enfin, c'était quand même pas génial, c'est vrai. Alors, la légende un peu veut que tu sois évidemment récupéré par Peugeot en fin d'année 92 avec une première course qui te met dans le monde de l'endurance. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te souviens de ce coup de téléphone ou de cette annonce qui te fait avoir ce volant? Ah, alors tu parles de la 905, hein, tu parles pas du Spider, parce que je suis rentré d'abord chez Ah oui, Peugeot c'est par vrai. la petite porte. Ouais. Finalement, au lieu de faire de la 3000 bêtement, si tu veux, en payant et en ayant une écurie merdique, finalement, je me dis, bon, écoute, de toute façon, c'est mort, maintenant, il va falloir que tu gagnes ta vie. Et Peugeot avait lancé le Spider Peugeot, qui était un petit Spider, une petite 905, avec un moteur de 405 MI16, mais qui était tout à fait dans les budgets de mes annonceurs. Et je leur propose, je leur dis, bon, les gars, est-ce qu'on va pas essayer de faire quelque chose là-bas? Et tout le monde dit banco, et je me retrouve donc en Spider avec, que je dise pas de bêtises, un certain Christophe Bouchu comme coéquipier. Oui, ça j'en suis sûr, oui, tout à Les fait. deux voitures officielles Peugeot, la bleue c'était moi, la jaune c'était lui. Donc on fait toute la saison, et comme en Formule Ford à l'époque où on était coéquipier, on a écrasé la concurrence, on a tout gagné. Et là, fin d'année, Jean Todt m'appelle en me disant, j'étais chez mes parents dans le café et on n'avait pas de portable encore. Hein, tu vois, et donc ma mère m'appelle et me dit, il y a Monsieur Todt qui veut te parler. Donc Jean Todt m'appelle et me dit, Monsieur Larry, est-ce que vous voudriez bien participer aux essais de 24 heures de la 905? Alors, t'imagines que tu dis oui, tu vois. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc, me voilà parti à Magny-Cours pour faire des essais avec la 905. Non, au Castellet, bien sûr, au Castellet. Et puis, de fil en aiguille, on a failli se faire virer à cause de Bouchu la première séance quand même, parce qu'il a fait un surémis, il a cassé le moteur. Donc, Jean Todt, il nous a appelé parce qu'il nous avait mis dans le même sac, hein, tous les deux, les petits jeunes. Vous en refaites une et vous dégagez. Bon, donc on était un peu tendu, si tu veux, par la suite. Et puis finalement, écoute, on a réussi à s'y mettre. On a bien roulé, on a fait notre job. Et puis nouveau coup de téléphone. Est-ce que vous voudriez bien faire Le Mans avec nous? Oh oui, que oui. Et donc Le Mans. Et puis après, oui, la victoire. Alors, on va quand même détailler ça. Bon, c'est ça que je voulais savoir, le côté un peu, le premier coup de fil. Donc, c'est encore plus beau que je croyais, quoi. C'est vraiment à l'ancienne, un peu. Hein. Ah, mais pire que ça, parce que vraiment, tu vois, je jouais au baby-foot dans le bistrot de mes parents et Jean Todt qui appelle sur la ligne fixe du café et ma mère, toute interloquée, me dit c'est Jean Todt. Donc voilà, c'était ça. Bon, alors Le Mans, te voilà embarqué dans cette histoire. Alors, déjà, ta première découverte du circuit, quand tu fais ton premier tour du grand circuit des 24 heures. Est-ce que tu te souviens avoir éprouvé quelque chose? Alors, je m'en souviens très bien.
Tout simplement parce que la 905, on avait quand même fait 7 fois 24 heures en essai libre avec au Castellet. Autant dire que j'ai jamais roulé autant avec une voiture de course que celle-là. Je la connaissais par cœur. Et donc, tu arrives au Mans, tu dis c'est un peu comment dire la routine. Oui. Tu montes dans l'auto, sauf que les 24 heures du Mans et la ligne droite, même s'il y avait des chicanes, eh ben, je peux te dire que ça fait drôle parce qu'au Castellet, tu as les dégagements, c'est tranquillou quoi. Le Mans, avec les arbres, quand tu es à, je sais plus combien on était, mais on était largement à plus de 350. Ça faisait très vite. Franchement, le premier tour, je me suis dit, ouh là là, ça va vite. Et ça allait très vite. Bon, alors après, l'avantage, c'est que le corps humain, la vision s'habitue très rapidement et tu te sens tout de suite, au bout de 2-3 tours, à l'aise dans ton élément. Mais le premier tour, franchement, je me rappelle encore, ça saisit quand même. Ouais, d'accord, donc tu as ressenti vraiment quelque chose, c'est Ah ouais, pas non, faux, non, quoi. c'est Ouais. pas une légende. Le Mans, Oui. si tout le monde se bat pour rouler sur le circuit du Mans, notamment au Mans Classique, c'est un Oui. circuit à part. C'est Mhm. vraiment à part. Et pour aller vite sur le circuit du Mans, je peux te dire que nous, les anciens, là, quand les petits jeunes ils venaient, eh ben, je peux te dire qu'au début, ils étaient très très loin des chronos. Parce qu'il y a Mhm. des endroits où tu fais des grosses différences, notamment vers les S du karting, tout ça, où tu es entre les murs. Et avant de te lâcher, il faut vraiment connaître le circuit. Ouais, d'accord. Alors, tout le monde dit que tu faisais partie de l'équipage des petits jeunes, mais c'est faux, parce que d'accord, il y a ton ami Christophe Bouchut, ça c'est sûr, mais il y a Jeff Brabham, et Jeff Brabham, il a 15 ans de plus que toi, donc Mais c'était un oui, peu mais on le ne le connaît grand... pas. Oui, On ne le connaît pas. ouais, Il arrive au Castellet, il fait son siège et personne ne le calcule, personne ne le connaît, si tu veux. Le gars tout timide, tout gentil, on ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu, il n'a jamais fait une connerie, il n'a jamais fait record du tour, mais il a fait son boulot vraiment bien, mais le type effacé, si tu veux. ouais, ouais, Alors que chez Peugeot, tu avais quand même des grandes gueules, tu avais tu vois, des caractères et oui. tout. Lui, mais alors, calme plat. Bon, bah super, alors, C'est génial. ça t'allait, ouais, on est d'accord, vous êtes bien Ah oui, entendu. oui. Ah oui. Mhm. Ah non, mais chez Peugeot, on s'est tous très bien entendus parce que il y avait un objectif le même pour tout le monde, parce que le patron, je peux te dire que Jean Todt, même s'il n'est pas grand, quand il est là, tu mouftes pas. Il savait se faire respecter, c'était un gros bosseur, et puis non, Le Mans avec Peugeot, c'était pas une rigolade, mais c'était quelque chose de très important. Et on Alors, s'est bien entendu parce que c'était aussi dans la charte, il fallait qu'on s'entende. en 92, Peugeot gagne Le Mans, effectivement. Donc toi, tu arrives un an plus tard, en 93. Il y a forcément une obligation d'enchaîner par une nouvelle victoire. Peugeot doit se succéder à lui-même. Est-ce que tu avais ressenti quand même une certaine pression en interne? Euh, oui et non. Oui, parce que quand je suis au volant de la voiture et qu'il va être 20 heures, il y a Jean Todt qui vient me voir et qui me dit, je te signale, il y a Orvan qui revient sur votre voiture, jamais il passe. Hein. Je dis, bon, d'accord, ça va pas être facile, mais on va faire en sorte. Et puis non, parce qu'on avait tellement bien préparé, si tu veux, cette édition-là. Encore une fois, faire 27 fois 24 heures en essai libre, avec 2 ou 3 voitures, tu ne peux pas mieux préparer. Donc, on était quand même assez serein, surtout qu'avec 3 voitures au départ, 3 équipages quand même, franchement, il y avait quelques ex-Formule 1. Oui. Il y avait des petits jeunes, il y avait des gars qui avaient fait beaucoup d'endurance. Donc, bon, quand tu vois le staff technique qu'il y avait, la préparation, on était quand même bien. Tu vois, il y a toujours au moins une voiture qui serait passée Oui. entre les mailles du filet. Mais le fait que tu sois, si je puis me permettre de le dire comme ça, Eric, le membre de l'équipe le moins prestigieux, tu m'en veux pas bien sûr de dire Non, ça. non, pas du tout. Oui. C'est la Est-ce que vérité. ça t'allait ou bon, parfois c'était un peu au niveau de l'orgueil, tu vois ce que je veux dire, un peu. Alors, moi, ça m'allait Hmm. parce que je savais la chance qu'on avait d'être dans cette voiture et dans cette équipe. Mais bon, il y a des moments, tu vois, la première fois où je vais chez Peugeot Sport, je m'en rappellerai toute ma vie, pour mouler mon siège. J'arrive et là, il y a un mécanicien, je ne sais plus qui c'est, mais le gars, il fait, c'est pas une école de pilotage ici. Hein. Bienvenue chez Peugeot Sport, d'accord. Ok. Tu vois, mais les gars, il faut dire que c'était qui les pilotes? C'était Alliot, Jabouille, Ouais. Rosberg, Voilà. Baldi. C'était que des cadors de la F1, si tu veux. Le Hillary et le Bouchu qui arrivaient là-dedans, mais ils pensaient qu'on venait faire le balayage pratiquement. donc, Ouais, ça. donc les débuts ont été un peu froids quand même. Tout s'est bien terminé, c'est moins qu'on Ah puisse ouais. dire, parce que donc tu gagnes Le Mans. Est-ce que tu te souviens avoir
pris conscience au fur et à mesure de la course que putain t'allais le faire, ou est-ce que ça t'est tombé un peu après? Enfin, comment tu à y repenser, comment tu vois ça? Non, non, on l'a quand même vécu en direct parce que si tu veux, euh, on a respecté scrupuleusement ce que nous avait dit Jean-Ton. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas les bordures, on n'est pas sorti de la route, on n'a pas pris de risques insensés dans le trafic, et c'est vrai qu'on n'était pas les plus rapides. Clairement, en course, en tout cas au warm-up, je fais le deuxième temps quand même, tu vois, juste derrière la première Peugeot, donc Mhm. on était bien, en rythme on Mhm. était bien, mais on a été un peu frileux par rapport à l'événement. Parce que c'est vrai que les autres, Philippe Alliot, il est parti comme un calu, si tu veux, parce qu'il connaissait la piste, parce qu'il voulait briller, parce que ci, parce que ça. Et avec l'expérience, je me rends compte que c'est jamais celui qui part en tête qui gagne la course, ou très rarement. Mhm. Et nous, si tu veux, on n'a pas tapé dans le capital de la voiture, on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas pris les bordures, et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cassé les échappements. Mhm. Et donc, si tu veux, on a perdu quelques secondes autour, mais on ne s'est pas arrêté au stand une seule fois, je crois, pour changer une batterie ou un tirant de fond plat qui était cassé. Mais bon, on a vu notre victoire arriver parce qu'on est remonté, parce qu'on avait un bon rythme, parce que quand il fallait rouler vite, notamment quand Jean il m'a demandé de ne pas laisser passer Irvine, ça roulait vite et on n'était pas à la traîne par rapport aux autres. Et franchement, aussi bien Christophe que moi que Geoff, on a bien mené notre barque, on n'a pas fait de bêtises, et puis on gagne, mais on ne le vole pas, vraiment. Non, non. Et on t'en reparle donc 28 ans après, parce que tu te rends compte que ça fait 28 ans, tu le crois ça? Alors, là où j'ai pris un coup, c'est la dernière fois où j'ai fait les 24 heures du Mans avec mes copains Maris et Merlin Alors sur en une Porsche. 2014. Ouais. Mhm. Et là, il y a un saloperie de journaliste qui vient me voir en me disant Eric, t'es comment il m'a sorti ça? Le dernier à avoir gagné le Mans encore en activité. Et je dis, ah bon? Oui, oui, ben, il me dit, ils sont tous à la retraite, etc. Oui, tu étais le vétéran des participants à avoir Le gagné le Mans. vétéran. Voilà. Et il me dit, ça fait 25 ans que tu as gagné le Mans. Et franchement, je n'avais pas vu ça arriver, je ne l'avais pas calculé. C'est vrai qu'on ne se voit pas vieillir. Mhm. Et ça m'avait vraiment mis un coup au moral parce que 25 ans, c'est pas rien. Ah ouais, dis donc. C'est largement plus d'un quart de vie. Et par contre, tu vois, Oui. euh, toute ma vie a été dédiée à la course automobile. J'ai commencé le karting à 14 ans. Aujourd'hui, je roule encore. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote que je vais vous annoncer tout Vas-y. à l'heure parce que Ah, avant-hier, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Et bon. donc, toute ma vie, ça a été le sport automobile. Et je suis vraiment ravi d'avoir gagné les 24 heures du Mans parce que si tu veux, c'est ce qui reste. J'ai gagné 75 victoires, je crois, en tout et pour tout, que en voiture, hein, donc en super tourisme, en Formule 3, en Formule Ford, en GT, en Trophée Andros. Mais les gens connaissent quoi? Uniquement Le Mans. Mhm. Donc, quelque part, d'avoir gagné Le Mans, ça légitime toute ma carrière. C'est Bon. un peu dommage, mais bon, j'en suis Oui, content. moi qui suis commentateur multiple, je sais que je t'ai commenté aussi en DTM, donc tout à l'heure je vais te poser une question sur le DTM, oui, mais là on est obligé d'enchaîner sur tes Le Mans, alors on va peut-être pas toutes les faire une à une, même s'il y en a que 11, dis donc. Je me suis Ouais. aperçu que en 20 ans, enfin 21 ans même, tu n'as fait que 11 fois Le Mans. Est-ce que quelque part tu as un regret ou ça te Ah va non, très bien? Non? non, j'ai pas de regrets, mais j'aurais pu en enchaîner quelques-uns de plus, sauf que à l'époque, je roulais en DTM, Ouais. Le Mans plus Landros. Et il y Mhm. a un moment où Volker Strisek de chez Opel m'a dit, écoute Eric, Ouais. arrête parce que j'étais jamais là, et Ouais. parce que c'est vrai que c'est quand tu fais le DTM et qu'en même temps tu prépares Le Mans, ça fait beaucoup. Tu vois, Mhm. et tu passes d'une voiture à l'autre qui sont pas forcément les mêmes. Plus l'hiver, l'Andros où tu passes tout en marche arrière. Et des fois, effectivement, c'était un peu perturbant. Donc bah, j'ai pas fait Le Mans pendant quelques années à cause de ça. Bon, Le bah, seul tant regret mieux. que j'ai, faut quand même Oui. que je le dise, c'est que j'avais une proposition pour rouler chez Bentley et je l'ai pas saisie. Je suis resté avec Henri. Mais bon, Ouais. voilà, le Oui, cœur. parce que Bentley gagne bien en 2003, tu dis que tu Ah pouvais ouais. faire partie de l'aventure. Ah oui, évidemment. Ouais. Alors écoute, quand même, je te pose des questions rapides, hein. Je te demande pas de t'étaler si t'as pas envie, mais quand même, comment ça se fait qu'en 94, toi, vainqueur en titre du Mans, tu te retrouves en GT avec Michel Homel, ce qui est très bien, bien sûr, mais on a l'impression qu'évidemment, t'es pas, Alors, t'es pas au même niveau, quoi. non, non, non. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu pris la douche froide, à savoir que 93, je gagne Le Mans. Oui. 94, Peugeot annonce le moteur en F1.
Mmh. Le patron, c'était Jean-Pierre Jabouille. À l'époque, si tu veux, moi, je pensais avoir une chance de devenir pilote, pas pilote titulaire, mais pilote essayeur chez Peugeot pour le moteur F1. D'autant plus que cette année-là, j'ai un peu quelque part sauvé Dams, parce qu'ils n'avançaient pas avec Manu et puis je me rappelle plus le deuxième pilote. Mais en tout cas, Jean-Paul Driot m'a demandé de faire des essais pour. Non, 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 je dis des bêtises. Alors vas-y. C'était Ah Appomattox. oui, d'accord, oui, Appomattox, tout à fait, on s'en souvient. Appomattox me demande de faire des essais pour eux et je trouve un truc sur la voiture et l'auto elle se met à marcher et ils se mettent à gagner des courses. Ouais. Donc si tu veux, comme j'étais en pourparlers avec Peugeot pour devenir pilote essayeur en F1, je pense sincèrement que j'ai ma place et Jean-Pierre me dit pas le contraire. Mmh. Donc tu vois, je me sens vraiment bien et je bouge pas trop. Ouais. Et en finale, je pense que je devais pas être le seul qui avait eu cette vélocité, sauf que Jean-Pierre, il a rien dit à personne. Mmh. Et donc, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Et Honda me fait une proposition pour rouler dans la NSX. Oui. Et clairement, je demande trop cher, ils me disent non. Mmh. Et finalement, je me retrouve qu'avec la proposition de Michel. Donc tu fais le Mans avec Alain Culigny et Jean-Christophe Bouillon. Ce Ouais. qui est sympa d'avoir Génial. Jules qui est là, parce qu'on sait que c'est un jeune pilote à ce moment-là, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est une édition qui semble un peu intermédiaire et un peu mineure pour toi, parce que dès l'année suivante, alors là, bah, évidemment, tu me vois venir, comment on t'a annoncé que tu allais faire équipe avec Mario Andretti et Bob Volek? Comment tu te souviens là aussi avoir appris ça chez Courage? Alors, écoute, là, clairement, je voulais gagner. Je voulais regagner le Mans. Donc, j'ai pas cherché de volant où j'allais gagner ma vie. Je voulais juste gagner. Et il y a eu cette opportunité. Alors, je sais plus trop comment, mais rencontre avec Yves Courage. Et puis, une possibilité avec mon annonceur JVC de faire quelque chose. Pareil, des petits budgets, mais JVC a été intéressé. Et il m'annonce que je vais me retrouver avec Mario Andretti et Bob Volek, et avec le moteur Porsche. Oui, Porsche. Génial. Bah oui, Par fabuleux. contre, essai libre pratiquement zéro. Enfin bon, par rapport à Peugeot, si tu veux, c'est une équipe vraiment d'amateurs. C'est les Mais spécialistes, comme on dit, mais c'est pas le même niveau. Ouais. rien à voir. Hmm. Mais n'empêche que ce week-end-là, on termine second à 3 minutes du vainqueur. Je me rappelle encore parce que c'est Bob qui a passé la ligne d'arrivée. Et moi, j'étais avec Mario, avec qui je m'étais entendu, mais comme un père et son fils, vraiment. Ah, Et, génial. et on était en train de se raser, etc., en se disant, mais c'est pas possible, quoi. On peut encore gagner, parce qu'imagine, toi, 3 minutes, ils ont plus d'essence, ils sont obligés de s'arrêter, on gagne. Et puis donc, on était là, on attendait, on regardait. Et puis, ben non, je crois que c'est Yannick Dalmas avec la McLaren qui gagne. Exactement. Et on termine à troisième. Et attends, j'ai appris l'année dernière pourquoi. Mhm. Peut-être que tu sais pas. Non. Alors, lorsque Mario sort en Oui. début de course, Samedi vers 18h de mémoire, je crois, 18h20. Ouais. encore une fois, il sort parce que il est en slick sous la pluie. Et enfin, bon, tu vois, je serais sorti aussi, donc on lui en veut pas. Mario, champion du monde, enfin tout ce que tu veux. Oui. Il sort, bon, voilà. La voiture est réparée. 45 minutes au stand, quand même. Mm. Et dans le choc, évidemment, l'aileron était cassé, le capot arrière, un triangle, bref. Il répare la voiture le plus rapidement possible, on repart. Et à une ou 2 heures de l'arrivée, le sponsor qui était dans les stands, il dit les gars, vous êtes gentils, mais sur le capot arrière, il n'y a pas mon sponsor, il n'y a pas mon autocollant. C'est quoi? Ils nous ont arrêtés. Moi, je l'ai su l'année dernière. Hein. Ils Oui. nous ont arrêtés pour changer le capot arrière. Le capot arrière, le nouveau, avec le sponsor dessus, Ouais. évidemment, il se mettait pas en lieu et place. Donc, on a Ouais. perdu 10 minutes à refixer le capot, à mettre des rivets pop, des machins. Et on perd pour 3 minutes. Ce qui veut dire quand même qu'on perd la victoire pour une histoire de sponsor d'autocollant qui n'était pas sur le capot arrière. Ah oui, moi j'ai toujours cru, comme je pense beaucoup, que vous avez pas réussi à remonter, il vous a manqué que 3 minutes, mais il y a quand même Non, une non. autre raison qui fait que. Et je l'ai appris parce qu'il y a quelques temps, je voulais faire une écurie de moto Oui, aux 24 heures du Mans et je suis allé voir Dominique Mélian. oui. Dominique, c'était le chef de voiture de la Courage et c'est lui qui me l'a annoncé. Non, tu te rends compte? Ah oui, dis donc. Bon, bah alors attends, mais parce que hélas, on a envie de te demander si t'as pas les grosses boules, si tu peux me permettre de pas avoir réussi à gagner cette année-là avec Mario Andretti, quoi. Ça aurait été fabuleux, évidemment. C'était alors, j'ai vraiment 2 regrets. Hmm. Je vivrai avec, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci, de pas avoir gagné avec Mario, parce que Mario, il avait gagné le championnat du monde de F1
et Indianapolis. Et même Daytona, tu le savais qu'il avait gagné le Daytona 500 en NASCAR à l'époque, tu le savais peut-être pas. Oui. Mais oui, il a aussi gagné le Daytona 500, tu te rends compte, c'est dingue. Et s'il avait gagné le Mans, il aurait eu la triple couronne. Oui. La triple couronne. C'est ça. Et là, il perd le Mans à cause d'un capot, quoi. Ah oui. Et Mario, franchement, je m'entends toujours bien avec lui parce que quand je l'appelle, il me répond immédiatement. Ah, c'est gentil. Après la course, on a été parce qu'il m'a dit, toi, t'es bon, faut que tu viennes aux États-Unis, tu vas cartonner et tout. Et il m'a invité à Laguna Seca. Et j'y étais habillé en Andretti Racing avec son avocat, son homme d'affaires, et il a essayé de me faire rouler en kart. Ah ouais. Tu te rends compte, ça c'était donc l'année d'après le À 96, avec oui. Oui, d'accord. Et puis si tu veux, il fallait amener un budget que moi j'ai pas trouvé. Mm-hmm. Et lui devait s'occuper déjà de son fils et de son cousin, je crois, Jeff. John ou Jeff. Ah, John, oui, il y a John, oui, pardon. Et il m'a dit, Eric, je suis désolé, mais franchement, je ne peux pas m'occuper de 3 pilotes. Donc ça s'est pas fait, mais voilà. Ah, c'était pas si loin que ça quand même, d'accord. Oui, Oui. bon, après, ça aurait peut-être pas été gagné parce que quand je regarde, c'est pas évident de faire une carrière là-bas. Quand tu regardes, il y en a qui réussissent, il y en a qui se cassent les dents. Nicolas Minassian, il est sorti, tu vois, il s'est fait 2 gros shoots dans les murs et puis après, ça l'a pas fait. Oui, hein, c'est pas simple, hein, ça, on est bien d'accord. Mais oui, je peux croire que tu pouvais peut-être tenter quelque chose. Mais là aussi, il y a toujours une notion de sponsor et de budget aux États-Unis. Ça, c'est terrible, hein, c'est bien beau. D'opportunité, faut être là au bon moment, au bon endroit. Moi, j'avais 2-3 écuries qui étaient intéressées, mais fallait amener. Mais par contre, c'était rien. Tu vois, aujourd'hui, c'était 1 million de francs ou 2 millions de francs. C'était rien, mais bon, je les avais pas. Tu fais victoire en 93, tu fais deuxième en 95, même si évidemment il y a des regrets. Et puis tu refais podium en 97 avec une BMW, le team Schnitzer et BMW, ça on l'a un peu oublié. Tu fais 3 avec la McLaren. Ouais, avec Peter Cox et Ravaglia. Ouais, exactement. Enfin non, avec Peter Cox. Roberto, le soir arrive et là il vient nous voir, il nous dit les gars, moi je roulerai pas cette nuit. Hein. Ah bon non, j'arrête de piloter, c'est ma dernière édition, cette nuit, je me casse. Ah ouais. Ouais, donc si tu veux, avec Peter, on s'est fait toute la nuit et on était bien fatigués quand même. Tout ça pour dire que quand on fait 3 podiums, dont une victoire en 5 participations et qu'on est encore un jeune pilote comme toi, quand on apprend après que tu intègres l'équipe Toyota, qui évidemment vient au Mans avec des ambitions énormes en 98, c'est pas illogique. Pour nous, c'est un transfert tout à fait normal que toi, pilote de pointe, pilote emblématique de l'endurance en France, tu fasses partie de l'aventure Toyota. Là, on est bien d'accord, tu es dans une période où ton talent, il est même plus discuté. Ouais, je sais pas si c'est une question de talent, mais en tout cas, je suis dans les petites tablettes de tout le monde parce que ces années-là, c'est DTM, Le Mans et Trophée Andros. Donc, tu vois, c'est non-stop. C'est formidable, mais tu vis sur une autre planète. Hein. Carrément, j'habitais à l'hôtel à Hockenheim. Enfin bon, bref, c'était rock'n'roll. Mais c'était formidable. Et donc, Toyota, pourquoi Toyota ? Parce qu'André de Cortons. André, on devient copain, il m'apprécie beaucoup sur la 905 chez Peugeot. Pourtant, André, il ne devient pas copain avec tout le monde. Hein. Faut le mériter. Hein. Donc ensuite, il m'emmène chez Toy, et puis après, il m'emmène aussi chez Henri. Chez Toyota, moi, j'étais sur place à l'époque pour France Télévisions, au Mans, jeune journaliste, mais je suis déjà sur place, et j'étais forcément à l'époque interviewé, tu penses bien. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, Eric, que Brundle, puisque tu es avec l'équipage Martin Brundle et Manu Collard... Pour le coup, on est l'équipage vedette, hein, là. Oui, voilà, on est bien d'accord. Là, on est l'équipage vedette. Oui. Martin, il roulait hyper vite, il roulait encore en F1 où il venait juste de la F1. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai quand même toujours eu le sentiment, là je te le dis, je pense qu'on en avait déjà reparlé, que Martin Brundle agissait un peu quand même en tant que capitaine de l'équipage et même en tant que un peu patron. Et c'est vrai qu'il me semblait pas très sympathique, le Martin Brundle, je te dis, un peu patron, quoi, tu vois, un peu directif, un peu chef par rapport à vous deux, mes petits Français un peu plus jeunes. Est-ce que je suis un peu méchant, mauvaise langue, je veux dire ? Ouais, non, moi je l'ai pas, franchement, je l'ai pas ressenti comme ça. Ah, très bien. C'est vrai que chez Toy, c'est lui qui faisait la pluie et le beau temps, clairement, hein, mais c'est lui qui faisait tous les essais, tous les développements. Mais non, avec nous, il a été plutôt gentil. Non, franchement. Ça a été quand même une édition difficile, Eric. Je suis pas. Et regarde, Toyota. Ça fait combien d'années ils ont galéré. Et franchement, cette Toyota GT1, c'était la meilleure voiture. On devait gagner tous les jours. Sauf que, si tu veux, on a fait plein d'essais. Et puis, c'est moi qui faisais tous les essais de déverminage des voitures. Donc,
avant les grands événements. Et on est allé essayer les voitures à Lurcy-Lévy. Et Lurcy, j'ai dit à André, je lui dis, André, il y a un truc qui ne va pas sur la voiture. Les vitesses, elles ne passent pas comme d'habitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé des boîtes au Mans, alors qu'on n'a jamais cassé de boîte de vitesse. Ah ouais, non, donc, qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas si c'était mécanique ou électronique, mais ils avaient fait un truc sur la voiture. Et cette auto qui cassait rien, et ben, elle s'est mise à casser des boîtes de vitesse. Et on a changé, je crois, 3 boîtes en 24 heures. Ouais. Et puis Martin, il a coupé en deux aussi la voiture. Et forcément, elle marchait moins bien. Donc du coup, après, c'est vrai qu'il y a une petite période où tu n'es pas au Mans sur les 3 ans qui viennent et où là, tu es en DTM. C'est ça qui devient ton programme prioritaire. Oui, clairement. Bon, le DTM, nous, tu te souviens, c'est en direct sur Motors TV, c'est un championnat majeur, tu es chez Opel, il y a Laurent Aiello chez Audi, bien sûr. Vous êtes nos 2 petits Français du DTM et vous êtes super forts, évidemment. Bon, Laurent, on sait qu'il est devenu champion. Toi, tu es là. Est-ce que tu as des regrets quand même par rapport à cette période? Ah oui, alors, j'ai eu du mal à m'intégrer. Pourquoi? Parce que chez Opel, j'étais le seul étranger. Ah oui. Si tu veux, il y a eu un volant organisé à Hockenheim, et l'ingénieur de la voiture, c'était Ludovic Lacroix. En fait, oui. Ludo m'appelle, il me dit, écoute, il y a un volant qui est organisé par Opel pour remplacer Bartels. Oui. Est-ce que tu veux venir? Donc moi, j'étais en France, je ne me rappelle plus, Super Tourisme ou bref. Et donc, je vais faire le volant, et en gros, un train de pneus, 3 tours, le meilleur reste. Je ne connaissais pas Hockenheim, et j'ai fait un truc que, tu vois, c'est là où ça se passe dans la tête. C'est ce moment-là où il faut être bon. Bon, bref, je décroche le volant, et Strisek me fait signer pour Opel, et je remplace Bartels. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'étrangers en DTM, très peu. Et donc, je me retrouve à signer mon contrat, et Volker me dit, Eric, tu dois parler allemand. Tu vois? Et je me suis mis, j'ai été habité en Allemagne, à Augsbourg. Tu vois? J'ai parlé allemand, j'ai mangé allemand, tu vois? Et je suis rentré chez Opel comme ça. Et première séance d'essai, Volker dit à mon ingénieur, vous devez parler allemand. Ouais, c'est un peu lourdingue. Ouais. Donc, c'était un peu lourdingue, effectivement. Alors après, ça s'est un peu internationalisé, mais au début, je peux te dire que c'était pas facile. Et alors, tu as des bons restes d'allemand? J'ai des restes, mais l'allemand, c'est quand même pas un truc très facile, parce que tu fais la phrase et tu mets le verbe à la fin. Voilà. Tu connais. Mais bon. Kannst du sprechen? C'est ça? Est-ce que tu peux parler? Un bisschen sprechen. Voilà. mais tu sais que j'ai transpiré parce qu'ils m'ont fait faire des salons, etc. J'étais en costume et je parlais allemand. Donc, ah oui, non. Bon. Alors que Aiello, lui, il l'a fait comme d'habitude. Hein. Lui, Laurent, il parlait anglais et encore, et il fallait faire avec. mais je croyais que Ludo, il était avec Laurent à l'époque. Non, il était avec toi alors? Ou alors il était plus dans ton entourage? C'était juste avant le DTM. Ludo, il était avec moi la première année du STW. Et c'est là, franchement, où j'ai explosé, parce que j'ai gagné la finale où je fais devenir Opel champion par marque. Et puis je fais des pôles et tout, alors que je connaissais pas les circuits, que c'était ma première année. Donc si tu veux, là, franchement, j'étais au top. J'ai même une proposition pour partir à la place d'Ivan chez Vauxhall en Angleterre. Je refuse. Ouais. Pour rester en Allemagne. Et si tu veux, là où j'ai souffert, c'est que Ludo, il repart avec Laurent. Ouais. Ludo, c'est quand même l'ingénieur, il faut l'avoir avec toi. Hein. Franchement, c'est le seul ingénieur que je connaisse qui te fasse vraiment aller plus vite. Donc, Ludo me lâche, et je me retrouve avec un ingénieur allemand. Et là, franchement, c'est plus pareil. Et ça passe pas avec lui. Je le fais changer en cours d'année, je galère. Enfin bon, bref. Le DTM, après, c'était beaucoup moins simple. D'autant plus que c'est là où je voulais en venir, c'est que je divorce à l'intersaison. Ah. Et que là, franchement, ça m'a... J'y arrivais pas. Pas évident. Les enfants, le truc, le machin, un déséquilibre complet. Et en gros, je perds ma place de DTM la première année parce que je suis pas là, quoi. Oui, tu fais que 2 courses en 2002 à Zandvoort, mais en 2000, tu fais ta saison complète. Et t'es 9 au championnat. Tu fais 9, hein, tu le sais peut-être plus, mais tu fais 9.
Non, mais pas là, quoi. Clairement. C'est pas mal, 9e, avec que 3 fois 4e, dis donc. Non. Il y a eu deux choses. Il y a eu cette chose-là, cette période-là de ma vie où j'étais vraiment super malheureux. Et quand tu es malheureux, tu peux pas aller vite. Et en plus, j'avais un ingénieur avec qui ça passait pas du tout. Bah oui. Tu veux, je me rappelle encore, j'avais du sous-virage en entrée et du sur-virage en sortie avec ma voiture, le genre de truc que tu veux pas si tu veux. Et je l'ai traîné jusqu'à Hockenheim, la dernière course, où je suis allé voir le Strisek. Je dis Volker, j'en peux plus te dire la même chose depuis le début d'année. Je sais que tu vas me virer, je le sais, c'est trop tard. Mais faites-moi une voiture qui va bien. Et je fais le 3e temps en qualif à Hockenheim que je détestais. Et si tu veux, bon voilà. Mais bon, c'est de ma faute, j'aurais dû m'imposer avant, mais c'était pas une bonne période de ma vie. Au Mans, tu as une dernière édition valeureuse et prestigieuse, c'est 2006, je passe directement là où tu fais 2. Tu es 2e au Général du Mans, avec évidemment un équipage assez mythique, puisque tu es avec Franck Montagny, et surtout, si je puis le dire quand même, c'est Sébastien Loeb qui vient au Mans et qui fait 2, on le sait. Alors là aussi, quel souvenir t'as? Parce que évidemment, Loeb, c'est la super vedette. On s'en souvient tous, que c'est lui qui focalise toute l'attention. Toi, du coup, puisque tu as peut-être un peu mûri, je sais pas, est-ce que ça te vient, ça te va, ce rôle peut-être un peu d'accompagnateur de Loeb? Ah non, ça me va super bien, si tu veux. Mais on va commencer l'année d'avant, si tu veux bien, où Henri Pescarolo me dit, écoute Eric, voilà, tu vas être coéquipier avec Sébastien Loeb. Est-ce que tu veux bien faire le chef d'équipe? Bon, je dis, écoute, super. Sohail, lui, ça le saoulait un peu parce que c'est vrai que Sébastien Loeb, champion de rallye, évidemment. Après, au Mans, tout le monde se demandait s'il allait tenir son rôle ou pas. Je dis, Henri, moi, pas de problème. Seb arrive, la superstar, je sais pas si tu te rappelles, mais ah oui, c'était quelque chose. Mais bon, moi, franchement, ça me va bien. Je suis content de rouler avec lui, c'est mon idole en rallye. Et puis moi, je suis pilote d'essai en rallye chez Peugeot aussi, donc si tu veux, Loeb, je le regarde avec des yeux comme ça, et puis il a fait son job largement. C'était pas forcément le plus rapide, mais c'est pas à cause de lui qu'on a perdu la course. Et puis on termine second parce que cette année-là, l'Audi est plus rapide que nous. Oui. L'année d'avant, on aurait dû gagner le Mans. C'est Sohail qui a pété un câble, sinon on gagnait le Mans avec ça. Moi, j'ai des regrets cette année-là, pas pour moi. Pas pour Loeb ni pour Sohail, mais pour Henri. Oui. Henri, il aurait gagné le Mans, ça aurait changé sa vie. Oui, c'est sûr. Il méritait largement, si tu veux. Quelle aventure, quel défi français qui a marqué tout le monde dans ces années 2000. Ouais, franchement, c'était beau. C'était une toute petite équipe. À chaque fois qu'il y a des gens qui venaient pour visiter l'écurie, ils se demandaient où était la vraie écurie Pescarolo. C'était tout petit. Il y avait quelques mécaniciens à l'année. Mais c'était un bâtiment qui faisait, je sais pas, même pas 1000 mètres carrés, loin de là. Mais par contre, c'était une équipe de passionnés, d'hyper motivés, et on aurait dû gagner. Franchement, la première année, on était plus rapide que les Audi, et si on fait pas des conneries comme ça, on gagne largement. C'est vrai que ça c'est un gros regret pour moi, c'est de ne pas avoir fait gagner Mario et Henri au Mans. Si j'enchaîne un petit peu avec 2 autres questions assez évidentes, le programme Peugeot 908, tu es intégré à ce programme. Je suis le dindon de la farce, si tu veux alors faire dire ce que je veux dire. De loin, on a tous été contents de voir que tu étais un peu le premier à faire rouler la 908, à lancer un peu le programme. Mais effectivement, on a bien compris que c'était pas complètement logique que ça s'arrête là pour toi et que tu sois un peu dans un rôle un peu de l'ombre, et puis pas peut-être pas à la hauteur de ce que tu aurais mérité peut-être. Alors, comment tu peux nous en reparler aujourd'hui, si je puis te poser la question? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais au courant le premier finalement que Peugeot revenait au Mans, puisque Jean-Pierre Nicolas qui m'embauchait me dit, Eric, tu restes un an, tu dis rien, tu te tais, on n'a pas de volant pour toi, mais on te prête à Pescarolo. Donc c'est l'année où on fait 2 avec Seb et Sohail. Et à l'époque, si tu retrouves des petites photos, j'avais bien un Peugeot, des griffes de lion sur mon casque. Je fais 2 au Mans, donc si tu veux, c'est pas la honte, quoi. Non. Et l'année d'après, Jean-Pierre Nicolas, qui part à la retraite, nomme Serge Saulnier comme team manager. Et moi, je vois Serge arriver, salut, génial, etc. Tu vois, j'avais même commencé à mettre des gens en place, parce qu'à l'époque, il y a eu une période où il n'y avait personne chez Peugeot. Tu vois, donc les kinés, les trucs, les machins, les ingénieurs, en fait, c'est un peu moi qui faisais le lien là-dedans. Et puis, j'étais en essai à Poitiers pour Peugeot.
Et là, Serge, il m'appelle, il me dit, Eric, ça va? Ouais, ça va et tout. Bref, on discute. Et il me dit, Eric, j'ai rien pour toi. Et sincèrement, j'ai cru que c'était une farce. Et il me dit, non, 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 j'ai rien pour toi. En gros, tu seras pilote d'essai. Je te cache pas que j'ai mal pris. Oui, voilà. Je pense que j'ai même eu des très mauvaises relations avec Serge Sommier. Et pendant effectivement 1 an, j'ai fait de la ligne droite avec la 908 parce que j'ai même pas eu le droit de faire un viral. Et à la fin de l'année, je leur ai dit d'aller se faire voir. Enfin, je lui ai dit d'aller se faire voir, carrément. Parce qu'ils me proposaient la même chose et j'ai dit, écoute, c'est gentil, mais je me casse, j'ai rien, mais je préfère rien faire que de faire ça. Merci pour ta franchise et voilà, comme ça au moins tu nous l'as exprimé, ce qu'on avait bien un peu compris à distance, c'est sûr, c'est sûr. Après, si je peux me permettre, à la place de Saulnier, bon déjà il a mis, comme tout le monde ferait, ses petits protégés, c'est-à-dire Nicolas Minassian, et puis je pense qu'il considérait que j'étais un peu âgé pour un projet. Donc tu vois, c'était super mal amené, et surtout ce qui a été mal fait, c'est que moi j'avais une proposition par Porsche que j'ai refusée pour rester chez Peugeot. Je veux dire, il m'aurait dit ça 3 mois avant, je serais parti chez Porsche. Là, de me faire rester pour me faire des lignes droites à Clermont-Ferrand, franchement, tu vois les boules que j'avais, je les ai toujours. En tout cas, c'est à cette période-là, me semble-t-il, qu'on se connaît de plus en plus, Eric, parce que tu deviens aussi un consultant pour Motors TV. Ça, je m'en souviens vraiment. Je me souviens de Sebring, où on papote. Après, on fait un débriefing en direct sur la course. Et puis, c'est vrai que c'est une grande période de l'endurance. Hein, on se plaint pas. Hein, le Peugeot. Ça va revenir. Oui, juste un petit aparté par rapport à tes activités médiatiques, puisque je t'ai recroisé à Eurosport l'an dernier. Je t'avais vu ailleurs aussi. Bon, ce côté de parler derrière un micro, d'être consultant, ça, tu l'as fait très naturellement, ça t'aimes bien? Alors maintenant j'aime bien, je suis un peu introverti donc j'ai eu du mal à m'y mettre, mais puis surtout ce qui a été difficile c'est les premières années où je faisais plus le Mans, parce que j'allais au Mans, j'y allais encore un peu dans la peau d'un pilote, et je croisais tous mes copains pilotes qui me disaient bah alors qu'est-ce que tu fais? Je commande pour Motors. Donc, tu vois, c'est pas forcément gratifiant au début. J'ai eu du mal. Aujourd'hui, franchement, j'y vais, j'ai la banane parce que le Mans, c'est une semaine magique. Où on y va tous entre copains, avec toi, avec Henri, avec des fois il y a Panis. Enfin bon, je veux dire, on est une super bande dès la Posta, Gilou. C'est plate, quoi. C'est génial. Et puis bon, c'est quand même les plus belles voitures du monde, le plus beau circuit du monde. Et puis surtout, c'est une course qui pourrait être totalement chiante et qui finalement, tous les ans, nous amène des rebondissements du début à la fin. C'est ça. Même les années de transition, en fait, il n'y en a plus parce que l'incertitude, les scénarios font qu'effectivement, on vibre à chaque fois, quoi. Parce que là, on est toujours à la rigueur, si on voulait être honnête, dans une période de transition, parce que la grande année qui se prépare, c'est 2023. T'as vu? C'est fabuleux. Tout le monde va être là. Hein, bon. On peut penser que 2021-2022, c'est une sorte d'après Toyota qui continue à être Toyota, et puis l'adversité se met en place doucement par rapport à Toyota. Mais on sait très bien qu'on va vibrer parce que l'hypercar, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Hein, est-ce que Toyota avec leur hypercar va être top? On peut le penser, oui, mais c'est pas évident. Hein. Il y a quand même de grandes chances qu'il soit top. Moi, j'étais au Castellet il y a 3-4 semaines, je suis arrivé et ils étaient en train de remballer la voiture. Donc j'ai pu discuter avec David et puis, comment il s'appelle, l'ingénieur, l'autre ingénieur ex-Oreca. Enfin bon, bref, j'ai vu la voiture. C'est une arme de guerre encore. Hein. Je vois pas comment ils vont en battre. Mais... Oui, on est d'accord. Hypercar et Peugeot aussi sera en hypercar. Donc par rapport à Peugeot là, puisque tu as quand même eu évidemment un historique avec eux, bon, tu les vois, tu les sens pas mal ou tu demandes à voir? Je demande à voir. Je suis un peu inquiet, je te cache pas, parce que tous mes copains contacts de chez Peugeot, je les trouve très 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 discrets. On arrive à savoir pas grand chose. Soit ils cachent vraiment leur jeu, soit ils sont pas sereins, je sais pas. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Normalement, tu as toujours des indiscrétions de ce qui se passe en interne, etc. Là, il n'y a rien du tout. C'est tout juste si on sait si c'est fait en interne ou si c'est sous-traité. Voilà. Je sais pas ce que toi, tu as entendu, mais moi, j'ai pas entendu grand-chose. À part l'annonce récente des pilotes, et encore, il y a quelques surprises d'ailleurs à ce niveau-là, mais enfin bon, admettons que ça le fasse. Oui, ça reste un peu dans l'ombre, ce projet. Mais
De toute façon, c'est aussi une question que je voulais te poser, toi. Est-ce que comment dirais-je, ce choix entre hypercar et LMDH, t'as un avis? Non, clairement, j'ai pas regardé, j'ai pas vu les différences qu'il y avait. Techniquement, je sais pas. Pas Je me simple, suis pas hein. posé sur la question. LFB, moi j'ai vu la Toyota de près. Oui. C'est la même que l'année dernière. Hein. Effectivement, ça coûte beaucoup moins cher. Évidemment, il y a plein de choses qui sont pas retranscrites de l'an dernier parce qu'ils n'ont pas le droit, mais la voiture, c'est la même. Pour les spectateurs, ça changera rien du tout et c'est très bien comme ça. J'ai envie de dire, on a le temps de voir parce qu'on sait très bien que le grand rendez-vous sera 2023. Pour cette année 2021, tu as vu la grosse difficulté qu'a la CO, c'est de faire cohabiter Hypercar, ça y est, qui arrive, et puis même une ex-LMP1, puisque Alpine est toujours officiellement en P1, donc tu vois, donc là il y a un jeu, et puis on sait très bien qu'il faut ralentir les P2 maintenant. Et ça, du côté des P2, ça gueule un peu, hein, je sais pas si t'as vu, parce que bon... Ouais, bon, c'est un rééquilibrage nécessaire, ça a toujours été un peu comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai que si les LMP2 vont plus vite que les LMP1, personne ne comprendra rien. Bah oui. Donc fallait passer par là, de toute façon. Oui, quand tu regardes Le Mans, c'était voué à l'échec. Hein. Ça fait quelques années qu'on voit quand même le public décroître au Mans. Faut pas mentir. L'intérêt est décroître aussi. Heureusement qu'ils ont bougé et que il y aura du LMPH de l'hypercar et du LMPD. Sinon c'était foutu. Force est de constater que les années qui viennent semblent être de nouveau fabuleuses pour l'endurance, parce que les grandes marques là vont revenir au moins pour un cycle. Et ce cycle, ça va entourer 2023 avec effectivement l'édition du centenaire. Ça sera pas la 100e édition, on le sait, mais ça sera évidemment 100 ans après la première édition des 24 heures du Mans. Et là, on a compris que tout le monde voulait jouer le jeu et tout le monde avait envie de relever le défi. Hein. T'as vu, Ferrari, tout ça. Ça va être formidable. Alors, les différents constructeurs, si j'ai bien compris, il y a Audi, Porsche, Peugeot, Ferrari, Porsche, Toyota, oui. On a oublié qui? Alpine, mais bon, Alpine aussi, on peut le dire. Ah oui, ça devrait continuer, bien sûr. 6, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est incroyable, non? Bah oui, c'est fabuleux. Est-ce qu'on a déjà eu autant de marques? Eh ben oui, en 99. En 99, c'est la dernière année où on n'y est pas, mais tu sais, Toyota continue, Mercedes est toujours là, BMW arrive, est toujours là aussi, Audi arrive, Nissan est là aussi officiel, et puis il y a Viper, Chrysler, tu vois, c'était 7 constructeurs officiels en 99. C'est la dernière grande édition avec autant de grands constructeurs présents. Mais bon. C'est sûr qu'on va revenir à des moments extraordinaires. Bon, écoute Eric, allez, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je préviens tout de suite qu'il va y avoir un petit épisode bonus, car je vais dans la foulée te poser des questions un peu en mode un peu plus surprenant. Mais là, pour cet épisode de l'Afterlap avec toi, ça va se terminer là. Je te remercie beaucoup. Hein, c'était sympa, tu as apprécié Génial. Bon, je suis pas le premier à te faire te pencher sur tes souvenirs, mais bon, il y en a. Parce qu'on oublie vite au fur et à mesure. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'en profite, mais je sais que tu es encore évidemment dans la force de l'âge, mon cher Eric, et que tu as encore plein de choses à faire et qu'on se croisera de nouveau. Donc, je te laisse là pour maintenant pour l'épisode régulier, mais donc il y aura un épisode bonus, je le dis tout de suite. Eric, merci, porte-toi bien. À bientôt. C'était super sympa, vraiment. Bon, et puis on merci, se voit bientôt pour le coup. Allez, ciao. À bientôt.